ici à Villepinte, vous le savez, nous parlons toute la journée de la décarbonation, de la construction, de comment le secteur se prépare à ces changements et comment le secteur est déjà les deux pieds dedans, parce que le secteur du bâtiment et de la construction est, vous le savez, souvent montré du doigt dans les émissions de gaz à effet de serre. Selon le dernier bilan dressé par l'ONU, dernier état des lieux, on lui attribue au niveau mondial 37% des émissions. La marche est donc, c'est vrai, encore haute pour aller d'ici 2050 vers des bâtiments zéro émission efficaces et résilients, mais vous allez voir avec nos invités que le travail est déjà engagé et que de nombreux progrès ont déjà été faits. Alors, où on est chez nous, le secteur, quel levier actionne-t-il pour essayer d'accélérer? Le moment est venu, a dit la directrice exécutive du PNUE pour les gouvernements et les industries, de donner suite aux promesses de la COP28 et de réaliser des réductions concrètes grâce à une véritable percée dans le bâtiment. Alors, qu'en pensent nos invités? On va leur poser la question tout de suite. Laurent Di Vito, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable des ventes moteurs et solutions nouvelles technologies chez Cummins. Tout à fait. Thomas Haas est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Responsable de la division terrassement de Liebherr notamment. Merci également d'être avec nous. Vous êtes également membre du conseil d'administration du syndicat des constructeurs, je crois, chez Evolis. Evolis, voilà. Exactement. Sébastien Lecor est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Vice-président ciment et construction chez Total Énergie. J'ai donné le bilan mondial et je voulais vous entendre là-dessus parce que si on zoome sur la France, 43% des consommations énergétiques annuelles représentées par le bâtiment et 23% des émissions de gaz à effet de serre. Je sais que la France a réglementé, mais quel constat vous faites, vous, les uns et les autres aujourd'hui? Est-ce que ça y est, la trajectoire est enclenchée? Je vais peut-être commencer par vous, tout simplement. Alors, la trajectoire est enclenchée. Après, quand on regarde ces chiffres, ça mélange un certain nombre de ce qu'on appelle les scopes. Scope 1, scope 2, l'utilisation, le 3. Donc, il y a quand même dans la construction une part assez significative dans les matériaux de construction, dans l'usage qui est fait ensuite du bâti. Et puis une part effectivement 10, 15, 20% autour de la mise en œuvre en tant que telle. Vous sentez que les choses changent, que ça y est, le mouvement est bien amorcé, si j'ose dire? Oui, tout à fait. Donc, écoutez, Cummins, nous sommes fabricants de moteurs et il faut dire diesel et autres, puisque effectivement maintenant, nous allons proposer des moteurs qui fonctionnent avec d'autres carburants, dont l'hydrogène. Et au cours de ces dernières années, on a eu des normes d'émissions qui ont été imposées par les réglementations. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau étape 5 et on engage déjà les programmes pour répondre à étape 6 à horizon 2030-2031. Donc ça veut dire que vous avez déjà anticipé le mouvement qui va suivre. Thomas Haas, même constat, la marche est haute, mais le mouvement est enclenché par le secteur. Je pense que la marche est enclenchée, tout à fait. On le voit, la preuve, c'est le salon Intermat le démontre. Un des grands thèmes, c'est la décarbonation. On le voit sur presque tous les stands de ceux qui sont ici. On ne pense plus qu'au GNR qu'on a pensé dans le passé. La première étape qu'on a tous subi de quelque sorte, c'est dépolluer les moteurs. Aujourd'hui, on va passer à l'étape suivante. Ça veut dire passer, comme l'on a dit, des carburants différents ou voire l'électrification. Donc c'est bien enclenché. Par contre, il faut s'accrocher côté utilisateur, car bien qu'on a enclenché la démarche, le parc vivant, c'est encore un parc existant assez traditionnel. Et si on regarde la stratégie nationale bas carbone, qui met des objectifs à l'horizon 2030, ça veut dire réduire les scopes de 40%, il faut commencer maintenant dans les investissements. J'ai regardé quelques chiffres aussi et je voudrais vous les partager. En 2022, si j'en crois toujours les rapports de l'ONU, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie des bâtiments, je parle bien des bâtiments, ne représentait que 6%. Or, l'objectif, c'est d'être à 18% d'ici 2030. Est-ce que c'est quelque chose qui est atteignable? Est-ce qu'on est sur le bon chemin, si j'ose dire? Moi, je dirais oui. Je prends la parole. Oui, tout à fait.
2030, c'est faisable, mais ça demande des CAPEX, ça veut dire des investissements extrêmement lourds. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des freins quand même énormes, car parlant CAPEX, ça veut dire investir, ça veut dire ça coûte cher, et l'argent est devenu très cher. Les taux d'intérêt aujourd'hui freinent énormément le démarrage en vitesse. Oui. Il y a quelques freins à lever. Il y a des objectifs chiffrés, mais il y a aussi des choses qui sont engagées. Vous proposez aujourd'hui pas mal de choses du côté de Total Energy pour essayer d'offrir des alternatives. Alors tout à fait. De notre côté, il y a une offre qui est en train de s'étoffer. On investit quand même près de 5 milliards par an dans les énergies renouvelables. On l'oublie, mais c'est quand même, on est le premier investisseur dans les énergies renouvelables au niveau mondial, Total Energy. Et quand on s'intéresse à la France, et ça fera un peu partie de la problématique pour les clients, c'est que le monde d'hier était très simple. On parlait de GNR, de gazole. Le monde de demain est plus compliqué puisqu'il va falloir gérer des équipements qui seront électriques. Donc ça veut dire des solutions de recharge parfois mobiles, quand on parle de l'off-road. Des équipements qui seront éventuellement hydrogène, là aussi une chaîne d'approvisionnement à construire. Et puis en ce qui concerne les moteurs diesel, nous on propose ce qu'on appelle le HVO 100, donc un diesel renouvelable produit à la raffinerie de la Mède et qu'on est en train de déployer sur l'ensemble du territoire. Le HVO, le H2 aussi, enfin il y a tout un tas de... je parlais tout à l'heure de nouveaux langages, il va falloir apprendre en fait tout un tas de nouveaux mots, tout un tas d'énergie nouvelle. Et on parle souvent du mix énergétique, ça y est, on y est. Alors, ce terme est très intéressant. Voilà, c'est le mix énergétique, c'est ça qu'il faut retenir. Et ce que je voudrais dire aussi, le HVO est quelque chose qui est très important parce qu'on ne l'a pas chiffré ici, mais on peut arriver jusqu'à 90% de réduction du CO2 de par l'utilisation du HVO et du mode de production pour lequel vous optez. Et l'hydrogène que l'on pourrait utiliser dans le moteur dans le futur, on est quasiment à 100% de décarbonation. Donc c'est extrêmement intéressant. Et effectivement, sur les chantiers, selon les besoins énergétiques de l'équipement, on pourra partir soit sur un équipement électrique, soit sur un équipement diesel HVO, d'accord, soit sur un moteur hydrogène. Quand on parle de décarboner le secteur, je crois qu'il faut, et probablement que vous serez d'accord avec moi, faire le distinguo entre la production et le transport. Or aujourd'hui, les deux postes doivent être traités de concert. Comment on fait pour avancer au bon rythme sur les deux pieds ? C'est tout l'enjeu. On est dans une période de transition et comme son nom l'indique, il faut qu'on réussisse à ajuster la demande avec les investissements. Il faut que les investissements soient là. Il faut que la demande perce dans un certain nombre des carburants qu'on vient de mentionner pour qu'en face, on puisse, nous, mettre la production en face de cette demande. Et on ne peut pas développer une offre hydrogène si aujourd'hui il n'y a pas de clients qui ont une demande hydrogène, développer une offre de recharge électrique si les équipements aujourd'hui continuent à être diesel. Donc c'est bien ensemble, production et clients, qu'on réussira à faire cette transition. Oui, c'est la raison pour laquelle vous avez déjà mis en place des stratégies de décarbonation sur vos véhicules. C'est parce qu'il faut effectivement que ce mouvement il soit plus général. Je crois que Thomas, vous dites souvent il faut que ça soit holistique. On aime bien ce mot, mais... Tout à fait, car aujourd'hui, holistique, ça rejoint aussi le mix énergétique. Il ne faut pas écarter aucune piste aujourd'hui, car l'enjeu est trop important. Et si on regarde aujourd'hui tout le panoplie de ce qu'il faut décarboner sur les chantiers, c'est large, c'est très très large. Quand je vois chez nous, on est comme mon confrère aussi, constructeur de moteurs aussi, mais on a des moteurs, le plus petit c'est 30 kW et on va jusqu'au moteur de 3000 kW, 3 MW. Et la solution n'est pas la même pour des petits moteurs, pour des grands moteurs, ces applications mobiles, statiques, etc. Donc il n'y aura pas seulement un mix énergétique, aussi un mix de solutions. Mix énergétique et mix de solutions. Vous avez déjà, vous, chez Liebherr, depuis 2021, je crois, lancé justement ce programme zéro émission. Il y a une gamme de camions, une gamme de pelles hydrauliques, je crois, qui, depuis 2022, commence à fleurir. Et des solutions que vous avez commencé à imaginer sans combustible fossile pour 2030, j'ai la bonne date ? Absolument. Nous, on a commencé à commercialiser depuis 2019 même.
les premières machines complètement zéro émission, pas des crues, des crues qui étaient toujours électriques. Mais aujourd'hui, on a des engins de forage spécifiques qu'on a commencé tout doucement en 2019, et c'était comme si c'était hier. Et il y a un certain nombre de ces machines-là, aujourd'hui, on les vend plus que 50% déjà en 100% électrique. Ça veut dire que ça commence à prendre ce jeu-là. Les clients ont un besoin, il y a une demande. La demande, elle est aussi de votre côté. Vous fabriquez des moteurs diesel depuis plus de 100 ans. Vous avez cette ambition identique de décarboner. Il y a des choses qui sont déjà là. Je pense au modèle X15H. Vous pouvez nous en parler un peu plus? Qu'est-ce qu'il laisse préfigurer pour la suite? Donc tout à fait. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que ces solutions aujourd'hui ne sont pas encore tout à fait disponibles, elles sont encore en développement, mais on va y venir petit à petit, d'accord. Et nous aujourd'hui on vise un démarrage de production en 2028. Après, ce qui est important, et vous l'avez dit à un moment donné, c'est les infrastructures. Ce sont les pouvoirs politiques, ce sont les réglementations. Et encore une fois, techniquement, vous pouvez définir le meilleur des produits à un niveau prototype. Si la réglementation au niveau de la sécurité n'est pas en place, c'est un autre challenge à franchir. Et il y a encore des étapes à franchir. Il faut que ça aille plus vite. Total est un bon acteur pour essayer de comprendre les infrastructures. Je salue ceci parce qu'on a eu une réunion sur le salon et c'est très positif. Et il va falloir vraiment amener l'hydrogène, la fabrication de l'hydrogène au plus près de l'utilisateur. Si on ne veut pas avoir en plus d'un coût économique sur le prix de l'hydrogène au kilo, il ne faudrait pas aussi qu'on ait un impact carbone dû à ce transport de l'hydrogène. C'est intéressant ce que vous soulignez, cette approche finalement de tous les maillons de la chaîne, comment on amène effectivement, comment on approvisionne. Cette accélération finalement dont on est en train de parler, elle va pouvoir se faire, Sébastien, uniquement si on est en concertation avec tous les acteurs autour de la table, c'est-à-dire les entreprises bien sûr, mais aussi les gouvernements ou les collectivités et peut-être même les ONG. Non, mais tout à fait. On ne peut pas, aujourd'hui, cette transition, elle ne se fera qu'ensemble. Compte tenu de la complexité qu'on évoquait, compte tenu de l'adéquation à trouver offre-demande sur une multitude de solutions, ou en tout cas un certain nombre de solutions. Donc c'est forcément en dialoguant et en échange. Et je pense que nous, ça nous a permis aussi de nous remettre un peu à l'écoute du client sur un certain nombre d'industries. On a créé une direction dédiée, justement, avec 10 segments d'industrie, parce qu'on parle bien évidemment de la construction, mais à côté, il y a d'autres industries qui vont utiliser les mêmes solutions. Donc on a une obligation à être vraiment à l'écoute du client et à s'adapter pour au minimum 5-10 années à venir, avant de retrouver un environnement stable, où on aura retrouvé des filières d'approvisionnement, des modes de travail également, la réorganisation du travail parfois. Quand on parle de recharge électrique sur des petits équipements de chantier, il va falloir les recharger. À quel moment est-ce qu'on les recharge? Voilà, ça fait partie des challenges à relever. On a vu fleurir pas mal de stratégies. Alors, il y a des stratégies nationales, il y a des stratégies régionales. Comment on fait là aussi pour avoir le bon niveau de lecture? Parce que on va vous demander d'intervenir à des niveaux différents avec parfois des injonctions contradictoires. Alors, nous, Cummins, nous sommes un constructeur mondial, on rencontre des gens donc, dans le monde entier. Si je prends, avec des niveaux d'exigence différents. Avec des niveaux d'exigence différents. Aujourd'hui, on va dire sur un secteur Europe et France, quand on parle d'hydrogène, souvent on va vers une technologie dite pile à combustible, pas forcément moteur thermique. Alors que quand on va dans d'autres pays comme l'Inde par exemple, c'est vraiment le moteur thermique qui semblerait s'imposer, avec des attentes là aussi différentes. Donc, ça vous oblige à avoir dans le panier alors, sur l'étagère toute la gamme. Nous sommes déjà dans cette stratégie avec notre gamme actuelle, voilà, selon les continents où on va vendre. C'est pour ça qu'on a des usines sur chaque continent qui permettent d'adapter le produit aux besoins du marché. Mais on essaye toutefois de trouver des dénominateurs communs pour ne pas avoir non plus à avoir une multitude de solutions.
multitude de solutions, complémentarité des solutions. C'est vraiment ça la clé, on le disait au départ, mais c'est ça qui va permettre effectivement au secteur de se développer correctement et de répondre à la demande. Tout à fait, je pense que c'est vraiment le bon point. C'est une multitude et on est dans cette phase de transition. Hein, on entend souvent transition énergétique. Oui, c'est une phase de transition. On aura aussi des solutions de transition, comme la HVO dont on a parlé au début. Pour moi, c'est une solution uniquement de transition. Ce n'est pas une solution à long terme. Hein. Par contre, aujourd'hui, on parle des technologies qui ont des degrés très différents en termes de maturité. Et là, il faut faire attention. Donc la transition, tout le monde la veut. Mais en fonction de la maturité, le timing n'est pas le même. Et alors, c'est quoi le timing de maturité pour vous? Ce serait quoi quand est-ce qu'on aura ce fameux bon mix énergétique? Moi, je pense pour ça, il faut prendre un pas en arrière et voir les deux grands éléments sur lesquels on travaille. D'abord, décarboner, pour pas seulement nous, la génération d'après, celle d'après, etc. Donc ça c'est un grand vecteur. Et pour moi, si je veux jouer la carte européenne, c'est l'indépendance énergétique. Ça veut dire qu'il faut aussi commencer à produire notre besoin en énergie localement. Ne plus dépendre, quand on a vu il y a 2 ans à quel point on est dépendant et à quel point du jour au lendemain ça peut s'arrêter, un approvisionnement. Et ça passe... qu'on le veuille ou pas, par l'électricité. On va produire l'électricité via des débits, le soleil, le vent, les marées, tout ce que vous voulez. Idéalement, on l'utilise direct, mais en termes de mobilité, peut-être il y a des puissances ou autres qui ne le permettent pas. Donc il faut transformer l'électricité en un autre élément de stockage, comme l'hydrogène, pour utiliser par la suite. Et tout ça, c'est des technologies qu'on est en train de développer pour permettre... Moi, je m'avance un peu sur ce que je dis, mais les 10-15 ans permettre cette transition énergétique, à la fois devenir plus indépendant, mon rêve c'est devenir indépendant, et aussi décarboner en même temps notre industrie. Et la filière qu'on voit ici au salon, là on a tous les acteurs ensemble pour permettre à mettre les leviers en place. Vous faites la même analyse? Oui, je fais la même analyse. Je dirais qu'aussi, la stratégie de Cummins par rapport à l'hydrogène, elle est très claire. Vous avez parlé de production. Cummins se place effectivement sur ce sujet de la production, puisqu'on a une gamme d'électrolyseurs aujourd'hui, petite puissance, grande puissance, qui permet d'adresser ce sujet. On a la problématique du stockage. On peut stocker de l'hydrogène, mais encore une fois, l'hydrogène est extrêmement volatile, des caractéristiques très particulières, et on travaille aussi sur ce sujet-là en proposant des solutions de stockage. Vous parliez tout à l'heure de maturité aussi de la technologie. C'est quand même beaucoup plus simple aujourd'hui de parler avec des fabricants de machines, leur dire le moteur thermique que vous avez aujourd'hui, son carburant n'est plus du diesel, mais c'est de l'hydrogène. Le système de réservoir, quand bien même il prend un volume beaucoup plus important, peut, on va dire, se placer au même endroit. Il y a des contraintes, on est bien d'accord, mais on peut rester avec une chaîne cinématique très similaire, avant d'aller vers des machines vraiment full élec. Parce qu'ensuite, en fonction des besoins d'énergie, soit on fera un travail avec un pack batterie qui répondra à un besoin journalier ou sur une demi-journée, ou alors effectivement avec un système pile à combustible plus batterie qui permettra peut-être d'étendre. Mais quand on parle vraiment de maturité, aujourd'hui on sait faire un moteur avec des pistons, autant continuer peut-être en transition avec ces solutions-là. Sur la maturité, j'aimerais bien vous entendre parce que l'énergie c'est vous. Donc où on en est aujourd'hui, on voit qu'il y a évidemment des choses qui avancent, on voit qu'il y a des techniques qui sont plus avancées que d'autres, mais ce point de maturité, vous le voyez à quel horizon? Alors nous, on a pris des engagements à horizon 2030 qui sont assez significatifs. Hein. On vise au niveau mondial de produire 100 TWh d'énergie renouvelable, d'électricité renouvelable, donc c'est quand même assez significatif. Donc la technologie d'un point de vue production, j'ai envie de dire, on est dedans, on sait faire. On déploie aujourd'hui, quand je dis qu'on investit 5 milliards dans les énergies renouvelables, on est dans cette phase de déploiement. Je pense que la problématique, elle est plus aujourd'hui dans le fait d'accompagner
les clients, de donner un cadre réglementaire, ce qu'on mentionnait tout à l'heure, de manière à donner une visibilité pour les acteurs de cette industrie, parce qu'on parle quand même d'investissements qui sont assez significatifs, éventuellement de subventions pour permettre cette décision d'investissement. Et ensuite, à partir du moment où il y aura la demande, le fait de mettre en place des chaînes d'approvisionnement, j'ai envie de dire, on revient dans notre cœur de métier, somme toute assez classique. Chez Total Energy, vous vous êtes fixé un objectif de 40% d'ici 2030 et de rendre compte, dites-vous, des progrès et des étapes encore à franchir. La véritable question, c'est d'embarquer justement et de coller aux besoins des clients, des fournisseurs, des autorités publiques. C'est ça qui va donner le bon tempo ? Et oui. Enfin, notre ambition, et on le précise, elle est, alors en anglais, on dit « along with society », mais en fait, on ne pourra adapter notre production qu'à partir du moment où la demande se transforme et la demande fait appel à des produits moins carbonés. Donc, moi, j'ai envie de dire, sur cette transition, moi, je retiens 3 mots, si j'avais envie de retenir 3 mots. Il y a complexité, parce que dans l'industrie de la construction, aujourd'hui, vous gérez 3 énergies. C'est finalement pas si compliqué que ça. Beaucoup de diesel, un petit peu d'élec, et puis en fonction des segments, un petit peu de gaz. Demain, vous allez gérer potentiellement 9 couples usage énergie. Ne serait-ce que pour l'électricité, c'est des contrats d'électricité verte avec des contrats potentiellement de fourniture d'électricité classique. Donc il y a une complexité à appréhender et je pense que c'est ce qui freine aujourd'hui un certain nombre d'acteurs pour le saut de la décision. Il y a un coût, je pense qu'il faut être assez lucide sur le fait que cette transition s'accompagne d'un certain surcoût et qu'il va falloir que le marché, donc le consommateur final, alors le donneur d'ordre public, si on parle d'investissement d'infrastructures, et on commence à le voir en Europe, en Belgique, en Angleterre, on voit des appels d'offres qui intègrent des valorisations du critère de durabilité. Et puis le troisième qui est quand même assez intéressant. Pas encore en France ou pas assez ? En France, pas de manière. Entre les lignes. Ouais, certains sont peut-être plus en avance sur le sujet. Et puis le troisième mot-clé que je mettrai en avant, moi, c'est quand même opportunité. Nous sommes dans des sociétés dans lesquelles il y a beaucoup d'ingénieurs. Cette transition énergétique, c'est aussi l'opportunité de reposer des nouveaux problèmes. On voit des solutions qui commencent à émerger, auxquelles on n'envisageait pas il y a encore quelques années. Moi, je vois au niveau des lubrifiants, on imagine des produits avec 50% d'huile recyclée, de base oil recyclé, avec des performances qui sont tout aussi similaires à des produits qu'on formulait auparavant. Donc, il ne faut pas oublier, ne soyons pas que dans le négatif. Il y a un volet positif et il y a des innovations qui sont devant nous très très intéressantes. Ouais, ça permet de développer l'imagination aussi et de nous solliciter sur ces questions-là. Moi, je voudrais connaître votre avis sur les freins qu'il reste à lever, ceux qui sont facilement contournables, en tout cas aujourd'hui. On les a donnés. Réglementaire, j'ai bien compris. Réglementaire, lisibilité. Les infrastructures. Nous, les produits vont être prêts pour des constructeurs qui devront les acheter, pour des utilisateurs qui, à un moment donné, devront payer plus cher. Thomas l'a dit, clairement. Plus cher. Ça dépend de quel point de vue on se place. Plus cher pour la planète, non. Exactement. Voilà. Plus cher pour le portefeuille. Plus cher pour le portefeuille. Voilà. Mais économiquement, il y a un coût. D'accord, ça c'est évident. Et le marché est prêt aujourd'hui à payer plus cher ? Je dirais pas 100%, mais le marché est en attente, en observation. Et nous, étant constructeurs et vous, étant fournisseurs d'énergie, nous, on doit aller vers de l'avant. On va développer l'offre, même si la demande est encore faible, à cause des risques, incertitudes, maturité, tout ce qu'on a déjà abordé. Mais le marché est en attente. Et ça commence, des étincelles commencent à venir. Et nous, on est prêts, on investit sur l'avenir. Vous dites on est prêt et vous avez dit le marché est en attente. Ça veut dire que ce qui pour le moment est encore sur étagère a besoin d'être dans un passage à l'échelle. Et c'est aussi ça qui va avoir une incidence sur les prix ? Oui, c'est vrai. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, un constructeur comme Cummins produit plus de 1 million de moteurs par an, diesel. Aujourd'hui,
0% de moteur hydrogène. Comme on a encore une fois on va dire une visibilité mondiale et que les besoins de technologie et de carburant dans les différents pays du monde ne sont pas similaires, on montera jamais, on va dire, à hauteur de 100% de moteur hydrogène, et il y aura des composants spécifiques pour l'hydrogène. Donc ça, effectivement, on aura certainement un effet volume qui n'est pas celui qu'on peut connaître aujourd'hui sur la technologie diesel. Et ce mix énergétique, en fait, quelque part, divise les volumes potentiellement et aura un coût sur les matières premières et les solutions élémentaires que l'on met sur un moteur tel qu'un injecteur, un système d'allumage. C'est certain. Thomas ? Et je pense que c'est exactement ça. Et pour répondre à votre question, oui. Et par contre, c'est fantastique. Je trouve que c'est un joli défi, pas seulement pour la planète, mais aussi pour nous. On redevient beaucoup plus attractif étant employeur, car c'est des nouvelles technologies à développer, numériser, décarboner l'industrie. C'est un joli défi. Donc aujourd'hui, on a quelques freins, on a quelques obstacles. Je prends un exemple, comment j'amène l'hydrogène volatile sur le chantier, comme je fais le plein dans peu de temps. Oui, c'est des questions, mais on a des ingénieurs, on a les meilleures écoles d'ingénieurs en France. On travaille sur des solutions et dans l'horizon que je vous ai donné, on les aura. Ça va venir au fur et à mesure. Et on va terminer sur cette note positive. Effectivement, ça permet d'ouvrir notre imagination et peut-être de donner aussi envie aux jeunes générations de venir travailler dans ces métiers des travaux publics, du bâtiment, qui ont pas mal d'opportunités à leur offrir. Merci à tous les trois.